Il s'est mis alors à me raconter les façons qu'on avait d'élever les chiens avec du lait, sans que ça vous revienne trop cher. Tout de même, il cherchait, par derrière ces mots-là, toujours son idée à propos de sa femme. Un débit restait ouvert près de la porte. « Vous entrez-y, docteur ? Je vous en offre un. » J'allais pas le vexer. « Entrons, que je fais ? » « 2 crèmes. » Et j'en profite pour lui reparler de sa femme. Ça le rendait tout sérieux que je lui en parle. Mais c'est à le décider que j'arrivais toujours pas. Sur le comptoir triomphait un gros bouquet, à cause de la fête du bistrot Martrodin. Un cadeau des enfants, qu'il nous a annoncé lui-même. Alors nous avons pris un vermouth avec lui, à l'honneur. Il y avait encore au-dessus du comptoir la loi sur l'ivresse et un certificat d'études encadrées. Du coup, en voyant ça, le mari voulait absolument que le bistrot se mette à lui réciter les sous-préfectures du Loir-et-Cher, parce que lui, il les avait apprises, et il les savait encore. Après ça, il a prétendu que c'était pas le nom du bistrot qui était sur le certificat, mais un autre, et alors ils se sont fâchés, et il est revenu s'asseoir à côté de moi, le mari. Le doute l'avait repris tout entier. Il ne m'a même pas vu partir, tellement que ça le tracassait. Je ne l'ai jamais revu, le mari. Jamais. Moi, j'étais bien déçu par tout ce qui était arrivé ce dimanche-là, et bien fatigué en plus. Dans la rue, j'avais à peine fait 100 mètres que j'aperçois Robinson, qui s'en venait de mon côté, chargé de toutes espèces de planches, des petites et des grandes. Malgré la nuit, je l'ai bien reconnu. Bien gêné de me rencontrer, il se défilait. Mais je l'arrête. « T'as donc pas été te coucher ?» que je lui fis. « Doucement, » qu'il me répond. « Je reviens des constructions. »« Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce bois-là ? Des constructions aussi ? Un cercueil ? Tu l'as volé au moins ? »« Non, un clapier pour les lapins. »« T'élèves des lapins à présent ? »« Non, c'est pour les enrouilles. »« Les enrouilles ? Ils ont des lapins ? »« Oui, 3 qu'ils vont mettre dans la petite cour. Tu sais, là où qu'habite leur vieille. »« Alors tu fais des cages à lapins à cette heure-ci ? C'est une drôle d'heure. »« C'est l'idée de sa femme. »« C'est une drôle d'idée. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec des lapins ? Les revendre ? Des chapeaux de forme ? » Ça, tu sais, tu lui demanderas quand tu la verras, moi, pourvu qu'elle me donne les 100 francs. Tout de même, cette affaire de clapier me paraissait bien drôle, comme ça, dans la nuit. J'insistais. Alors il détourna la conversation. « Mais comment es-tu venu chez eux ? » demandai-je à nouveau. « Tu ne les connaissais pas, les Enrouilles ? » C'est la vieille qui m'a amené chez eux, que je te dis. Le jour où je l'ai rencontrée chez toi à la consultation. Elle est bavarde, cette vieille-là, quand elle s'y met. T'as pas aidé, on n'en sort pas. Alors elle est devenue comme copine avec moi, et puis eux aussi. Il y a des gens que j'intéresse, tu sais. Tu ne m'en avais jamais rien raconté de tout ça à moi. Mais puisque tu vas chez eux, tu dois savoir s'ils vont arriver à la faire interner, leur vieille. Non, ils n'ont pas pu à ce qu'ils m'ont dit. Toute cette conversation lui était bien déplaisante, je le sentais. Il ne savait pas comment m'éliminer. Mais plus il fuyait, plus je tenais à en savoir. La vie est dure quand même, tu trouves pas ? Il faut en faire des trucs, hein ? Il répétait vaguement. Mais moi, je le ramenais au sujet. J'étais décidé à ne pas le laisser se dérober. On dit qu'ils ont plus d'argent qu'ils en ont l'air, les Enrouilles. Qu'est-ce que tu en dis, toi, maintenant qui vas chez eux ? Oui, c'est bien possible qu'ils en aient. Mais dans tous les cas, ils voudraient bien se débarrasser de la vieille. À dissimuler, il n'avait jamais été fort, Robinson. C'est à cause de la vie, tu sais, qui est de plus en plus chère, qu'ils voudraient bien s'en débarrasser. Ils m'ont dit comme ça que tu voulais pas la trouver folle, toi. C'est-il vrai ? Et sans insister, après cette question, il me demanda vivement de quel côté je me dirigeais. Tu reviens d'une visite, toi ? Je lui racontai un peu mon aventure avec le mari que je venais de perdre en route. Ça le fit bien rigoler, seulement aussi en même temps ça le fit tousser. Il se recroquevillait tellement dans le noir pour tousser sur lui-même que je ne le voyais presque plus, si près de moi. Ses mains seulement je voyais encore un peu, qui se rejoignaient doucement, comme une grosse fleur blême devant sa bouche, dans la nuit, à trembler. Il n'en finissait pas. « C'est les courants d'air !» qu'il fit enfin, à bout de tout, comme nous arrivions devant chez lui. « Ça oui, il y en a chez moi des courants d'air, et puis il y a des puces aussi. T'en as-t-il aussi des puces chez toi ?» J'en avais. Forcément que je lui ai répondu. « J'en rapporte de chez les malades. »« Tu trouves pas que ce sont la pisse, les malades ?» qu'il m'a demandé alors. « Oui, et la sueur aussi. »« Tout de même, » fit-il lentement, après avoir bien réfléchi. « J'aurais bien aimé, moi, à être infirmier. »« Pourquoi ?»« Parce que,
Tu vois les hommes, quand ils sont bien portants. Y a pas à dire, ils vous font peur. Surtout depuis la guerre. Moi je sais à quoi ils pensent. Ils se rendent pas toujours compte eux-mêmes. Mais moi je sais à quoi ils pensent. Quand ils sont debout, ils pensent à vous tuer. Tandis que quand ils sont malades, y a pas à dire, ils sont moins à craindre. Faut t'attendre à tout que je te dis, tant qu'ils tiennent debout. C'est pas vrai? C'est bien vrai, que je fus forcé de dire. Et alors toi, c'était pas pour ça aussi que tu t'es fait médecin? Qu'il m'a demandé encore. En cherchant, je me rendis compte qu'il avait peut-être raison, Robinson. Mais il se remit tout de suite à tousser par quinte. Tu as les pieds mouillés, tu iras chercher une pleurésie en tirant des bordées dans la nuit. Rentre donc chez toi, lui conseillai-je, va te coucher. De tousser ainsi coup sur coup, ça l'énervait. La vieille mère en rouille, tiens, en voilà une qui va attraper une sacrée grippe. Qu'il me tousse en rigolant dans l'oreille. Comment ça? Tu vas voir. Qu'il me fait. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Je peux pas t'en dire plus long, tu verras. Raconte-moi donc ça, Robinson, voyons, dégueulasse. Tu sais bien que je répète jamais rien, moi. À présent, soudain, l'envie le prenait de tout me raconter, pour me prouver peut-être en même temps qu'il fallait pas le prendre pour aussi résigné et dégonflé qu'il en avait l'air. Vas-y donc, le stimulai-je encore tout bas. Tu sais bien que moi je ne parle jamais. C'était l'excuse qu'il lui fallait pour se confesser. Pour ça c'est bien vrai. Tu te tais bien. Qu'il admit. Et le voilà alors parti et qui se met à table sérieusement. En veux-tu, en voilà. On était bien seuls à cette heure-là, sur le boulevard Coutumance. Tu te rappelles, commença-t-il, de l'histoire des marchands de carottes? Tout d'abord, je ne m'en souvenais pas de cette histoire de marchand de carottes. Tu sais bien, voyons, qu'il insiste. C'est toi-même qui me l'as raconté. Ah oui, et que ça me revint alors d'un coup. Le cheminot de la rue des Brumaires? Celui qui avait reçu tout un pétard dans les testicules en allant voler les lapins? Oui, tu sais, chez le fruitier du quai d'Argenteuil, c'est vrai. J'y suis à présent que je fais. Alors, parce que je ne voyais pas encore le rapport entre cette ancienne histoire et le cas de la vieille enrouille. Il ne tarda pas à me mettre les points sur les i. Tu comprends pas? Non, que je fais. Mais bientôt je n'osais plus comprendre. Eh bien, tout de même, tu mets du temps. C'est que tu me parais drôlement parti, ne puis-je m'empêcher de remarquer. Vous n'allez tout de même pas vous mettre à assassiner la vieille enrouille à présent pour faire plaisir à la bru? Oh, moi, tu sais, je me contente de faire le clapier qu'ils me demandent. Pour le pétard, c'est eux qui s'en occuperont, s'ils veulent. Combien qu'ils t'ont donné pour ça? 100 francs pour le bois. Et puis 250 francs pour la façon. Et puis encore 1000 francs rien que pour l'histoire. Et tu comprends, ça n'est qu'un commencement. C'est une histoire, quand on saura bien la raconter, que c'est comme une vraie rente. Hein, petit, tu te rends compte? Je me rendais compte, en effet, et je n'étais pas très surpris. Ça me rendait triste, voilà tout, un peu plus. Tout ce qu'on dit pour dissuader les gens dans ces cas-là, c'est toujours bien insignifiant. Est-ce que la vie, elle est gentille avec eux? Pitié de qui et de quoi qu'ils auraient donc, eux? Pourquoi faire? Des autres? A-t-on jamais vu personne descendre en enfer pour remplacer un autre? Jamais. On l'y voit l'y faire descendre, c'est tout. La vocation de meurtre qui avait soudain possédé Robinson me semblait plutôt, somme toute, comme une espèce de progrès sur ce que j'avais observé jusqu'alors parmi les autres gens, toujours mi-haineux, mi-bienveillants, toujours ennuyeux par leur imprécision de tendance. Décidément d'avoir suivi dans la nuit Robinson jusque là où nous en étions, j'avais quand même appris des choses. Mais il y avait un danger, la loi. C'est dangereux que je lui fis remarquer, la loi. Si t'es pris, toi, tu n'y couperas pas avec ta santé. Tu y resteras en prison. Tu résisteras pas. Tant pis alors, qu'il m'a répondu. J'en ai trop marre des trucs réguliers à tout le monde. T'es vieux, t'attends encore ton tour de rigoler, et puis quand il arrive, bien patient s'il arrive, t'es crevé et enterré depuis longtemps. C'est un business pour les innocents, les métiers honnêtes, comme on dit. D'abord, tu sais ça aussi bien que moi. Possible. Mais les autres, les coups durs, tout le monde en tâterait s'il n'y avait pas les risques. Et la police est méchante, tu sais. Il y a le pour et le contre. On examinait la situation. Je ne te dis pas le contraire, mais tu comprends, à travailler comme je travaille, dans les conditions où je suis, à pas dormir, à tousser, à faire des boulots comme un cheval en voudrait pas, rien peut m'arriver à présent de pire. C'est mon avis. Rien.
Je n'osais pas lui dire qu'il avait somme toute raison, à cause des reproches qu'il aurait pu me faire plus tard, si sa nouvelle combinaison allait rater. Pour me remettre en train, il m'énuméra enfin quelques bons motifs de ne pas m'en faire à propos de la vieille, parce que d'abord, après tout, de n'importe quelle façon, elle n'en avait plus à vivre pour bien longtemps, trop âgée déjà comme elle était. Il arrangerait son départ en somme, et puis c'était tout. Quand même, pour une vilaine combine, c'était malgré tout une vilaine combine. Tout le détail était déjà convenu entre lui et les enfants. Puisque la vieille avait repris l'habitude de sortir de chez elle, on l'enverrait un beau soir porter à manger au lapin, le pétard y serait bien disposé, il lui partirait en pleine face, dès qu'elle toucherait à la porte. Tout à fait comme ça s'était passé chez le fruitier. Elle passait déjà pour folle dans le quartier, l'accident ne surprendrait personne. On dirait qu'on l'avait bien prévenue de jamais y aller au lapin, qu'elle avait désobéi, et à son âge, elle n'en échapperait sûrement pas d'un coup de pétard comme on lui en préparait un, comme ça, en plein dans la tirelire. Y a pas à dire, moi, j'en avais raconté une belle d'histoire à Robinson. Et la musique est revenue dans la fête, celle qu'on entend d'aussi loin qu'on se souvienne, depuis les temps qu'on était petit, celle qui ne s'arrête jamais par-ci par-là, dans les encoignures de la ville, dans les petits endroits de la campagne, partout où les pauvres vont s'asseoir au bout de la semaine pour savoir ce qu'ils sont devenus. Paradis, qu'on leur dit. Et puis on fait jouer de la musique pour eux, tantôt ci, tantôt là, d'une saison dans l'autre, elle clinque, elle moue tout ce qui faisait danser l'année d'avant les riches. C'est la musique à la mécanique qui tombe des chevaux de bois, des automobiles qui n'en sont pas, des montagnes pas russes du tout, et du tréteau du lutteur qui n'a pas de biceps et qui ne vient pas de Marseille, de la femme qui n'a pas de barbe, du magicien qui est cocu, de l'orgue qui n'est pas en or, derrière le tir dont les œufs sont vides. C'est la fête à tromper les gens du bout de la semaine. Et on va la boire, la canette sans mousse. Mais le garçon, lui, pue vraiment de la laine sous les faux bosquets. Et la monnaie qu'il rend contient des drôles de pièces. Si drôles qu'on n'a pas encore fini de les examiner des semaines et des semaines après, et qu'on les refile avec bien de la peine, et quand on en fait la charité. C'est la fête, quoi. Faut être amusant quand on peut, entre la faim et la prison, et prendre les choses comme elles viennent. Puisqu'on est assis, faut déjà pas se plaindre. C'est toujours ça de gagner. Le tir des nations, le même. Je l'ai revu. Celui que Lola avait remarqué, il y avait bien des années passées à présent, dans les allées du parc de Saint-Cloud. On revoit de tout dans les fêtes. C'est des renvois de joie, les fêtes. Depuis le temps, elles avaient dû revenir se promener les foules dans la grande allée de Saint-Cloud. Des promeneurs. La guerre était bien finie. Au fait, était-ce toujours le même propriétaire au tir? Est-ce qu'il est revenu de la guerre, celui-là? Tout m'intéresse. J'ai reconnu les cibles. Mais en plus, on tirait à présent sur des aéroplanes. Du nouveau. Le progrès. La mode. La noce y était toujours, les soldats aussi, et la mairie avec son drapeau. Tout en somme. Avec même bien plus de choses encore à tirer qu'autrefois. Mais les gens s'amusaient bien davantage dans le manège aux automobiles. Des inventions récentes, à cause des espèces d'accidents qu'on n'arrêtait pas d'avoir là-dedans, et des secousses épouvantables que ça vous donne dans la tête et aux tripes. Il en venait sans cesse d'autres ahuris et gueulailleurs pour se tamponner sauvagement, et retomber tout le temps en vrac à se démolir la rate au fond des baquets. Et on ne pouvait pas les faire s'arrêter. Jamais ils ne demandaient grâce, jamais ils ne semblaient avoir été aussi heureux. Certains en déliraient, fallait les arracher à leur catastrophe. On leur aurait donné la mort en prime pour 20 sous qu'ils se seraient précipités sur le truc. Sur les 4 heures, devait jouer au milieu de la fête l'Orphéon. Pour le réunir, l'Orphéon, c'est à la Croix et la Bannière, à cause des bistrots qui les voulaient tous, tour à tour, les musiciens. Toujours le dernier manquait. On l'attendait, on allait le chercher. Le temps qu'on l'attende, qu'on revienne, on prenait soif, et en voilà encore 2 qui disparaissaient. C'était tout à recommencer. Les cochons en épices, perdus à force de poussière, tournaient en reliques, et donnaient de la soif atroce aux gagnants. Les familles, elles, attendent le feu d'artifice pour aller se coucher. Attendre, c'est la fête aussi. Dans l'ombre tressaillent 1000 litres vides qui grelottent à chaque instant sous les tables. Des pieds agités, consentants ou contradicteurs. On n'entend plus les musiques à force de connaître les airs, ni les cylindres poussifs à moteur derrière les baraques où s'animent les choses qu'il faut voir pour 2 francs. Le cœur à soi, quand on est un peu bu de fatigue, vous tape le long des tempes, bim, bim qu'il fait, contre l'espèce de velours tendu autour de la tête et dans le fond des oreilles. C'est comme ça qu'on arrive à éclater un jour, ainsi soit-il. Un jour quand le mouvement du dedans rejoint celui du dehors, et que toutes vos idées alors s'éparpillent et vont s'amuser enfin avec les étoiles.
Il survenait beaucoup de pleurs à travers la fête à cause des enfants qu'on écrasait par-ci par-là, entre les chaises, sans le faire exprès, et puis ceux aussi auxquels on apprenait à résister à leurs désirs, aux petits gros plaisirs que leur feraient encore et encore des tours de chevaux de bois. Faut profiter de la fête pour se constituer un caractère. Il n'est jamais trop tôt pour s'y prendre. Ils ne savent pas encore, ces mignons, que tout se paye. Ils croient que c'est par gentillesse que les grandes personnes derrière les comptoirs enluminés incitent les clients à s'offrir les merveilles qu'ils amassent et dominent et défendent avec des vociférants sourires. Ils ne connaissent pas la loi, les enfants. C'est à coups de gifle que les parents la leur apprennent, la loi, et les défendent contre les plaisirs. Il n'y a jamais de fête véritable que pour le commerce, et en profondeur encore, et en secret. C'est le soir qu'il se réjouit le commerce, quand tous les inconscients, les clients, ces bêtes à bénéfices sont partis, quand le silence est revenu sur l'esplanade, et que le dernier chien a projeté enfin sa dernière goutte d'urine contre le billard japonais. Alors les comptes peuvent commencer. C'est le moment où le commerce recense ses forces et ses victimes, avec des sous. Le soir du dernier dimanche de la fête, la bonne de Martredin le bistrot s'est blessée, assez profondément, à la main, en découpant du saucisson. Vers les dernières heures de cette même soirée, tout est devenu assez net autour de nous, comme si les choses décidément en avaient eu assez de traîner d'un bord à l'autre du destin, indécises, et fussent toutes en même temps sorties de l'ombre et mises à me parler. Mais il faut se méfier des choses et des gens de ces moments-là. On croit qu'elles vont parler, les choses, et puis elles ne disent rien du tout, et sont reprises par la nuit, bien souvent sans qu'on ait pu comprendre ce qu'elles avaient à vous raconter. Moi, du moins, c'est mon expérience. Enfin, toujours est-il que j'ai revu Robinson au café de Martredin ce même soir-là, justement comme j'allais penser la bonne du bistrot. Je me souviens exactement des circonstances. À côté de nous consommaient des Arabes, réfugiés par paquets sur les banquettes et qui somnolaient. Ils n'avaient pas l'air de s'intéresser en rien à ce qui se passait autour d'eux. En parlant à Robinson, j'évitais de le remettre sur la conversation de l'autre soir, quand je l'avais surpris à porter des planches. La blessure de la bonne était difficile à suturer, et je n'y voyais pas très clair dans le fond de la boutique. Cela m'empêchait de parler, l'attention. Dès que ce fut fini, il m'attira dans un petit coin Robinson, et tint lui-même à me confirmer que c'était arrangé son affaire, et pour bientôt. Voilà une confidence qui me gênait beaucoup, et dont je me serais bien passé. Bientôt quoi? Tu le sais bien. Encore ça? Devine combien qu'il me donne à présent. Je ne tenais pas à le deviner. 10 000. Rien que pour me taire. C'est une somme. Me voilà tiré d'affaire, tout simplement, ajouta-t-il. Ce sont ces 10 000 francs-là qui m'ont toujours manqué à moi. Les 10 000 francs du début, quoi. Tu comprends? Moi, j'ai jamais eu à vrai dire de métier, mais avec 10 000 francs... Il avait dû déjà les faire chanter. Il me laissait me rendre compte de tout ce qu'il allait pouvoir effectuer, entreprendre, avec ces 10 000 francs. Il me donnait le temps d'y réfléchir, lui redresser le long du mur, dans la pénombre. Un monde nouveau. 10 000 francs. Tout de même, en y repensant à son affaire, je me demandais si je ne courais pas quelque risque personnel, si je ne glissais pas à une sorte de complicité, en n'ayant pas l'air de réprouver tout de suite son entreprise. J'aurais dû le dénoncer même. De la morale de l'humanité, moi je m'en fous énormément, ainsi que tout le monde d'ailleurs, qui puis-je. Mais il y a toutes les sales histoires, les sales chichis que remue la justice. Au moment d'un crime, rien que pour amuser les contribuables, c'est vicieux. On ne sait plus alors comment en sortir. J'avais vu ça, moi. Misère pour misère, je préférais encore celle qui ne fait pas de bruit, à toutes celles qu'on étale dans les journaux. Somme toute, j'étais intrigué et empoisonné en même temps. Venu jusque-là, le courage me manquait une fois de plus pour aller vraiment au fond des choses. Maintenant qu'il s'agissait d'ouvrir les yeux dans la nuit, j'aimais presque autant les garder fermés. Mais Robinson semblait tenir à ce que je les ouvrisse, à ce que je me rende compte. Pour changer un peu tout en marchant, je portais la conversation sur le sujet des femmes. Il ne les aimait pas beaucoup, lui, les femmes. Moi, tu sais, je m'en passe des femmes, qu'il disait. Avec leurs beaux derrière, leurs grosses cuisses, leur bouche en cœur et leur ventre dans lesquels il y a toujours quelque chose qui pousse, tantôt des mômes, tantôt des maladies. C'est pas avec leur sourire qu'on le paye, son terme, n'est-ce pas? Même moi, dans mon gourbi, si j'en avais une de femme, j'aurais beau montrer ses fesses au propriétaire le 15 du mois, ça lui ferait pas me faire une diminution. C'était l'indépendance qui était son faible à Robinson, il le disait lui-même. Mais le patron Martredin en avait déjà assez de nos apartés et de nos petits complots dans les coins. Robinson, les verres, nom de Dieu, qu'il commanda, c'est-il moi qui vais vous les laver? Robinson bondit du coup. Tu vois, qu'il m'a pris, je fais ici un extra.
C'était la fête, décidément. Marthe Rodin éprouvait 1000 difficultés à finir de compter sa caisse. Ça l'agaçait. Les Arabes partirent, sauf les deux qui sommeillaient encore contre la porte. « Qu'est-ce qu'ils attendent, ceux-là ?»« La bonne, qu'il me répond le patron. »« Ça va, les affaires ?» que je demande alors pour dire quelque chose. « Comme ça, mais c'est dur. »« Tenez, docteur, voilà un fonds que j'ai acheté 60 billets comptants avant la crise. Il faudrait bien que je puisse en tirer au moins 200. Vous vous rendez compte? C'est vrai que j'ai du monde, mais c'est surtout des Arabes. Alors, ça ne boit pas, ces gens-là. Ça n'a pas encore l'habitude. Faudrait que j'ai des Polonais. Ça, docteur, ça boit les Polonais, on peut le dire. Où j'étais avant dans les Ardennes, j'en avais, moi, des Polonais, qui venaient des fours à émailler, c'est tout vous dire, hein? C'est ça qui leur donnait chaud, les fours à émailler. Il nous faut ça à nous, la soif. Et le samedi, tout y passait. Merde, que c'était du boulot. La paye entière, rac. Ceci, les bicots, c'est pas de boire qui les intéresse, c'est plutôt de sang. C'est défendu de boire dans leur religion, qu'il paraît, mais c'est pas défendu de sang. Ils les méprisaient, Marthe Rodin, les bicots. Des salauds, quoi. Il paraît même qu'ils font ça à ma bonne. C'est des enragés, hein. En voilà des idées. Hein, docteur, je vous demande. Le patron Marthe Rodin comprimait de ses doigts courts les petites poches séreuses qu'il avait sous les yeux. Comment vont les reins, que je lui demandais, en le voyant faire. Je le soignais pour les reins. On ne prend plus de sel, au moins. Encore de l'albumine, docteur. J'ai fait faire l'analyse avant-hier au pharmacien. Oh, je m'en fous, moi, de crever, qu'il ajoutait. D'albumine ou d'autre chose. Mais ce qui me dégoûte, c'est de travailler comme je travaille, à petit bénéfice. La bonne en avait terminé avec sa vaisselle, mais son pansement ayant été si souillé par les graillons qu'il fallut le refaire. Elle m'offrit d'un billet de 100 sous. Je ne voulais pas les accepter, ces 100 sous, mais elle y tenait absolument de me les donner. Séverine, qu'elle s'appelait. « Tu t'es fait couper les cheveux, Séverine ?» que je remarquai. « Faut bien, c'est la mode, » qu'elle a dit. Et puis le cheveu long, avec la cuisine d'ici, ça retient toutes les odeurs. « Ton cul, il sent bien pire !» que dérangé dans ses comptes par notre bavardage, l'interrompit Marthe Rodin. « Et ça les empêche pourtant pas, tes clients. »« Oui, mais c'est pas pareil, » que rétorqua la Séverine, bien vexée. « Il y a des odeurs pour toutes les parties. »« Et vous, patron, voulez-vous que je vous dise un peu quoi que vous sentez? Pas seulement une seule partie de vous, mais vous tout entier. » Elle était bien mise en colère, Séverine. Marthe Rodin ne voulut pas entendre le reste. Il se remit en grognant dans ses sales comptes. Séverine ne pouvait pas arriver à quitter ses chaussons, à cause de ses pieds gonflés par le service, et à remettre ses chaussures. Elle les a donc gardées pour s'en aller. Je dormirais bien avec, qu'elle a même remarqué tout haut, finalement. Allons, va fermer la lumière au fond, lui ordonna Marthe Rodin encore. On voit bien que c'est pas toi qui me la paye, l'électricité. Je dormirais bien, qu'elle gémit Séverine, encore une fois comme elle se relevait. Marthe Rodin n'en finissait pas dans ses additions. Il avait enlevé son tablier et puis son gilet pour mieux compter. Il peinait. Du fond invisible du débit nous parvenait un cliquetis de soucoupes, le travail de Robinson et de l'autre plongeur. Marthe Rodin traçait des larges chiffres enfantins avec un crayon bleu qu'il écrasait entre ses gros doigts d'assassin. La bonne roupillait devant nous, dégingandée à pleine chaise. De temps en temps, elle reprenait dans son sommeil un peu de conscience. « Ah, mes pieds! Ah, mes pieds !» qu'elle faisait alors, et puis retombait en somnolence. Mais Marthe Rodin s'est mis à la réveiller d'un bon coup de gueule. « Hé, Séverine, emmène-les donc dehors, tes bicots, j'en ai marre, moi. Foutez-moi tous le camp d'ici, nom de Dieu, il est l'heure !» Eux, les Arabes, ne semblaient justement pas pressés du tout, malgré l'heure. Séverine s'est réveillée à la fin. « C'est vrai qu'il faut que j'aille, qu'elle a convenu. Je vous remercie, patron. » Elle les emmena avec elle, tous les deux, les bicots. Ils s'étaient mis ensemble pour la payer. « Je l'ai fait tous les deux ce soir, » qu'elle m'expliqua en partant. « Parce que dimanche prochain, je pourrai pas à cause que je vais à Achères voir mon gosse. Vous comprenez, samedi prochain, c'est le jour de la nourrice. » Les Arabes se levèrent pour la suivre. Ils n'avaient pas l'air effrontés du tout. Séverine les regardait quand même un peu de travers à cause de la fatigue. Moi, je suis pas de l'avis du patron. J'aime mieux les bicots, moi. C'est pas brutal comme les Polonais, les Arabes, mais c'est vicieux. Y a pas à dire, c'est vicieux. Enfin, ils feront bien tout ce qu'ils voudront, je crois pas que ça m'empêchera de dormir. Allons-y, qu'elle les a appelés. En avant, les gars. Et les voilà donc partis, tous les trois. Elle un peu en avant d'eux. On les a vus traverser la place refroidie, planter des débris de la fête. Le dernier bec de gaz du bout a éclairé leur groupe brièvement blanchi.
et puis la nuit les a pris. On entendit encore un peu leur voix, et puis plus rien du tout. Il n'y avait plus rien. J'ai quitté le bistrot à mon tour, sans avoir reparlé à Robinson. Le patron m'a souhaité bien des choses. Un agent de police arpentait le boulevard. Au passage, on remuait le silence. Ça faisait sursauter un commerçant par-ci par-là, embarbouillé de son calcul agressif, comme un chien en train de ronger. Une famille en vadrouille occupait toute la rue, en gueulant, au coin de la place Jean Jaurès. Elle n'avançait plus du tout, la famille. Elle hésitait devant une ruelle comme une escadrille de pêche, par mauvais vent. Le père allait buter d'un trottoir à l'autre, et n'en finissait pas d'uriner. La nuit était chez elle. Je me souviens encore d'un autre soir vers cette époque-là, à cause des circonstances. Tout d'abord, un peu après l'heure du dîner, j'ai entendu un grand bruit de poubelle qu'on remuait. Cela arrivait souvent dans mon escalier qu'on chahutait les boîtes à ordures. Et puis, les gémissements d'une femme, des plaintes. J'entr'ouvris ma porte du palier, mais sans bouger. En sortant spontanément au moment d'un accident, on m'aurait peut-être considéré seulement comme voisin, et mon secours médical aurait passé pour gratuit. S'il me voulait, il n'avait qu'à m'appeler dans les règles, et alors ça serait 20 francs. La misère poursuit implacablement et minutieusement l'altruisme, et les plus gentilles initiatives sont impitoyablement châtiées. J'attendais donc qu'on vienne me sonner. Mais on ne vint pas. Économie, sans doute. Toutefois, j'avais presque fini d'attendre quand une petite fille apparut devant ma porte. Elle cherchait à lire les noms sur les sonnettes. C'était bien en définitive moi qu'elle venait demander, de la part de Madame Enrouille. Qui est malade chez eux? Que je la questionnais. C'est pour un monsieur qui s'est blessé chez eux. Un monsieur? Je songeais tout de suite à Enrouille lui-même. Lui? Monsieur Enrouille? Non, c'est pour un ami qui est chez eux. Tu le connais, toi? Non. Elle ne l'avait jamais vu, cet ami. Dehors, il faisait froid. L'enfant trottait, j'allais vite. Comment est-ce arrivé? Ça, j'en sais rien. Nous avons longé un autre petit parc, le dernier enclos d'un bois d'autrefois, où venaient à la nuit se prendre entre les arbres les longues brumes d'hiver douces et lentes. Petite rue, l'une après l'autre. Nous parvînmes en quelques instants devant leur pavillon. L'enfant m'a dit au revoir. Elle avait peur de s'approcher davantage. La bru en rouille sur le perron à Marquise m'attendait. Sa lampe à huile vacillait au vent. « Par ici, docteur, par ici !» qu'elle me héla. Je demandai, moi aussitôt, « C'est votre mari qui s'est blessé ?»« Entrez donc !» fit-elle assez brusquement, sans me laisser même le temps de réfléchir. Et je tombai en plein sur la vieille qui, dès le couloir, se mit à glapir et à m'assaillir, une bordée. « Allez, saligots! Allez, bandits, docteur, ils ont voulu me tuer !» C'est donc que c'était raté. « Tuer ?» fis-je, comme tout surpris. « Et pourquoi donc ?»« Parce que je voulais point crever assez vite, dame, tout simplement, et nom de Dieu. Bien sûr que non, que je veux point mourir. »« Maman, maman, l'interrompait la belle fille, vous n'avez plus votre bon sens, vous racontez au docteur des horreurs, voyons, maman. Des horreurs que je dis, moi? Eh bien, ma salope, vous en avez un sacré culot. Plus mon bon sens, moi? J'en ai encore assez du bon sens pour vous faire pendre tous, moi, et que je vous le dis encore. Mais qui est blessé? Où est-il? Vous allez le voir. » Comme coupa la vieille. « Il est là-haut, il est sur son lit, l'assassin. Il a même bien sali son lit, hein, garce? Bien sali ton sale matelas, et avec son sang de cochon, et pas avec le mien. Du sang que ça doit être comme de l'ordure, t'en as pas fini de le laver. Il en peut entrer encore pour des temps et des temps, le sang d'assassin que je te dis. Ah, il y en a qui vont au théâtre pour se faire des émotions, mais je vous le dis, il est ici le théâtre, il est ici, docteur, il est là-haut. Et un théâtre pour de vrai, pas un semblant seulement, faut pas perdre sa place, montez-y vite. Il sera peut-être mort lui aussi le sale coquin quand vous arriverez, alors vous verrez plus rien. » La bru craignait qu'on l'entendît de la rue, et la sommait de se taire. En dépit des circonstances, elle ne me semblait pas très déconcertée, la bru. Très contrariée seulement, parce que les choses allaient tout à fait de travers. Mais elle gardait son idée. Elle était même absolument certaine d'avoir eu raison, elle. « Mais docteur, écoutez-la. N'est-ce pas malheureux d'entendre ça, moi qui ai toujours essayé de lui rendre au contraire la vie meilleure, vous le savez bien. Moi qui lui ai proposé tout le temps de la mettre en pension chez les sœurs. » C'était trop pour la vieille d'entendre encore une fois parler des sœurs. Au paradis? Oui, garce, que vous vouliez m'envoyer tous, à bandite. Et c'est pour ça que vous l'avez fait venir ici, toi et ton mari, la crapule qui est là-haut. Bien pour me tuer, oui, et pas pour m'envoyer chez les sœurs, bien sûr. Il a raté son affaire, oui, ça vous pouvez bien vous le dire que c'était mal machiné. Allez-y, docteur, allez-y le voir dans quel état qu'il s'est arrangé, votre saligot là-haut, et lui-même encore qu'il s'est fait ça. Et même qu'il faut bien espérer qu'il en crèvera. Allez-y, docteur, allez-y le voir pendant qu'il en est encore temps. Si la belle fille ne semblait point abattue,
La vieille l'était encore moins. Elle avait bien failli y passer pourtant dans la tentative, mais elle n'était pas aussi indignée qu'elle voulait s'en donner l'air, du chiquet. Ce meurtre raté l'avait plutôt comme stimulée, arrachée à l'espèce de tombeau sournois où elle était recluse depuis tant d'années dans le fond du jardin moisi. À son âge, une tenace vitalité revenait la parcourir. Elle jouissait indécemment de sa victoire et aussi du plaisir de posséder un moyen de tracasser, désormais indéfiniment, sa bru coriace. Elle la possédait à présent. Elle ne voulait point qu'on me laisse ignorer un seul détail de cet attentat à la manque et du comment que les choses s'étaient passées. Et puis, vous savez, qu'elle poursuivait à mon adresse, sur le même mode exalté. C'est chez vous que je l'ai rencontré, l'assassin. C'est chez vous, monsieur le docteur, et que je me méfiais de lui pourtant. Ah, que je m'en méfiais. Savez-vous ce qu'il m'a proposé d'abord? De vous faire la peau à vous, ma fille. À vous, garce, et pour pas cher non plus, je vous l'assure. Il propose la même chose à tout le monde d'ailleurs, c'est connu. Alors tu vois, ma salope, que je le connais bien, son métier à ton travailleur, que je suis renseigné, moi, hein? Robinson, qu'il s'appelle, c'est-il pas son nom? Dis-moi donc que c'est pas son nom. Dès que je l'ai vu fricoter par ici, avec vous, j'ai tout de suite eu mes soupçons. J'ai bien fait, si je m'étais pas méfié, où que je serais maintenant? Et la vieille me raconta encore et encore comment les choses s'étaient déroulées. Le lapin avait bougé pendant qu'il attachait le pétard après la porte du clapier. Elle, pendant ce temps, la vieille, elle le regardait faire de sa cagna, aux premières loges, comme elle disait. Et le pétard, avec toute la chevrotine, lui avait explosé en plein dans la face, pendant qu'il préparait son truc, dans les yeux même. On n'a pas l'esprit tranquille quand on fait des assassinats. Forcément, qu'elle concluait, elle. Enfin, ça avait été tapé comme maladresse et comme ratage. On les a rendus comme ça, les hommes d'à présent. Parfaitement. On les habitue ainsi, qu'insistait la vieille. Il faut qu'ils tuent à ce jour pour manger. Il leur suffit plus de voler leur pain seulement. Et de tuer des grands-mères encore. Ça s'était jamais vu. Jamais. C'est la fin du monde. Et ça n'a rien plus d'autre que des méchancetés dans le corps. Mais vous voilà enfoncés tous jusqu'au cou dans la diablerie. Et qu'il est aveugle maintenant, celui-là. Et que vous l'avez sur les bras pour toujours. Hein? Et que vous n'avez pas fini d'en apprendre des coquineries avec lui. La belle-fille ne pipait pas, mais elle devait déjà avoir arrêté son plan pour en sortir. C'était une charogne bien concentrée. Pendant que nous nous adonnions aux réflexions, la vieille se mit à la recherche de son fils à travers les pièces. Et puis, c'est vrai, docteur, que j'ai un fils, moi. Où est-il donc encore? Qu'est-ce qu'il manigance en plus? Elle oscillait à travers le couloir, secouée par une rigolade qui n'en finissait pas. Un vieillard, rire et si fort, c'est une chose qui n'arrive guère que chez les fous. On se demande où on va quand on entend ça. Mais elle tenait à le retrouver, son fils. Il s'était sauvé dans la rue. Eh bien, qu'il se cache, et qu'il vive longtemps encore. Il ne l'a pas volé d'être obligé de vivre avec l'autre aussi qu'est là-haut, de vivre encore tous les deux ensemble, avec celui qui verra plus rien, à le nourrir, et que son pétard lui est tout parti dans la gueule. J'ai vu, moi, j'ai tout vu, comme ça, boum. Et que j'ai tout vu, moi, et que c'était pas un lapin, je vous assure. Ah, non, non, alors. Où qu'il est, mon fils docteur, où qu'il est, vous l'avez pas vu? C'était une foutue crapule aussi, celui-là, qui a toujours été un sournois encore pire que l'autre. Mais à présent, l'abomination, elle a fini par lui sortir de sa sale nature. Ça y est bien. Ah, ça met longtemps, dame, à sortir des natures aussi horribles que la sienne. Mais quand ça sort, alors c'est de la vraie putréfaction, y a pas à dire, docteur. Ça en est bien, faut pas le rater. Et elle s'amusait encore. Elle voulait aussi m'étonner par sa supériorité devant ces événements, et nous confondre tous d'un seul coup, nous humilier en somme. Elle s'était saisie d'un rôle avantageux, dont elle tirait de l'émotion. On n'en finit pas d'être heureux. On n'en a jamais assez de bonheur tant qu'on est capable encore de jouer un rôle. Des jérémiades pour les vieillards, ce qu'on lui avait offert depuis 20 ans. Elle n'en voulait plus, la vieille enrouille. Celui-là de rôle qui lui arrivait, elle ne le lâchait plus, virulent, inespéré. Être vieux, c'est ne plus trouver de rôle ardent à jouer. C'est tomber dans cet insipide relâche où on n'attend plus que la mort. Le goût de vivre lui revenait à la vieille, tout soudain, avec un rôle ardent de revanche. Elle n'en voulait plus mourir du coup, plus du tout. De cette envie de survivre, elle rayonnait, de cette affirmation. Retrouver du feu, un véritable feu dans le drame. Elle se réchauffait. Elle ne voulait plus le quitter, le feu nouveau. Nous quitter. Pendant longtemps, elle avait presque cessé d'y croire. Elle en était arrivée à ne plus savoir comment faire pour ne pas se laisser mourir dans le fond de son jardin gâteux. Et puis soudain, voici que lui survenait un grand orage de dure actualité, bien chaude. « Ma mort, à moi !» qu'elle hurlait à présent, la mère en rouille. « Je veux la voir, ma mort, à moi, tu m'entends ?
J'ai des yeux pour la voir, moi. Tu m'entends? J'ai des yeux encore, moi. Je veux la regarder bien. » Elle ne voulait plus mourir, jamais. C'était net. Elle n'y croyait plus à sa mort. On sait que ces choses-là, c'est toujours difficile à arranger, et que de les arranger, ça coûte toujours très cher. Pour commencer, on ne savait même pas où le placer, Robinson. À l'hôpital, ça pouvait provoquer 1000 racontars, évidemment, des bavardages. Le renvoyer chez lui, il ne fallait pas y songer non plus à cause de sa figure, dans l'état où elle se trouvait. Volontiers donc ou pas, les Henrouille furent obligés de le garder chez eux. Lui, dans leur lit de la chambre d'en haut, n'en menait pas large. Une vraie terreur qu'il éprouvait, celle d'être mis à la porte et poursuivi. Ça se comprenait. C'était une de ces histoires qu'on ne pouvait vraiment raconter à personne. On tenait les persiennes de sa chambre bien closes, mais les gens, des voisins, se mirent à passer dans la rue plus souvent que d'habitude, rien que pour regarder les volets et demander des nouvelles du blessé. On leur en donnait des nouvelles, on leur racontait des blagues, mais comment les empêcher de s'étonner, de cancaner? Aussi, ils en ajoutaient. Comment éviter les suppositions? Heureusement, le parquet n'avait encore été saisi d'aucune plainte précise. C'était déjà ça. Pour sa figure, je me débrouillais. Aucune infection ne survint, et cela malgré que sa plaie fût des plus anfractueuses et des plus souillées. Quant aux yeux, jusque sur la cornée, je prévoyais l'existence de cicatrices, et à travers lesquelles la lumière ne passerait plus que bien difficilement, si même elle arrivait jamais à repasser, la lumière. On trouverait moyen de lui arranger une vision tant bien que mal, s'il lui restait quelque chose d'arrangeable. Pour le moment, nous devions parer à l'urgence, et surtout éviter que la vieille n'arrive à nous compromettre, tous, avec ses sales glapissements devant les voisins et les curieux. Elle avait beau passer pour folle, ça n'explique pas toujours tout. Si la police s'en mêlait une bonne fois de nos aventures, elle nous entraînerait on ne saurait plus où, la police. Empêcher la vieille à présent de se tenir scandaleusement dans sa petite cour constituait une délicate entreprise. C'était chacun à notre tour d'essayer de la calmer. On ne pouvait pas avoir l'air de la violenter, mais la douceur ne nous réussissait point non plus toujours. Elle était possédée de vindicte à présent. Elle nous faisait chanter, tout simplement. Je passais voir Robinson, 2 fois par jour au moins. Sous ses bandages, il gémissait dès qu'il m'entendait monter l'escalier. Il souffrait, c'était exact, mais pas tant qu'il essayait de me le démontrer. Il aurait de quoi se désoler, prévoyais-je, et bien davantage encore quand il s'apercevrait exactement de ce qu'ils étaient devenus, ses yeux. Je demeurais assez évasif au sujet de l'avenir. Ses paupières le piquaient fort. Il se figurait que c'était à cause de ses picotements qu'il n'y voyait plus devant lui. Les Henrouille s'étaient mis à le bien soigner scrupuleusement, selon mes indications. Pas d'ennui de ce côté-là. On ne parlait plus de la tentative. On ne parlait pas de l'avenir non plus. Quand je les quittais le soir, on se regardait bien tous, par exemple, chacun à son tour, et chaque fois et avec une telle insistance qu'on me semblait toujours en imminence de se supprimer une fois pour toutes, les uns les autres. Cette terminaison à la réflexion me paraissait logique et bien expédiente. Les nuits de cette maison m'étaient difficilement imaginables. Cependant, je les retrouvais au matin, et nous les reprenions ensemble, les gens et les choses, où nous les avions laissés ensemble la soirée d'avant. Avec Madame Henrouille, on renouvelait le pansement au permanganate, et on entr'ouvrait un peu les persiennes à titre d'épreuve. Chaque fois en vain. Robinson ne s'en apercevait même pas qu'on venait de les entr'ouvrir, les persiennes. Ainsi tourne le monde, à travers la nuit énormément menaçante et silencieuse. Et le fils revenait m'accueillir chaque matin avec une petite parole paysanne. « Eh bien, voilà, docteur, nous voilà aux dernières gelées », qu'il remarquait en levant les yeux au ciel sous le petit péristyle, comme si ça avait eu de l'importance le temps qu'il faisait. Sa femme partait essayer une fois de plus de parlementer avec la belle-mère à travers la porte barricadée, et elle n'aboutissait qu'à renforcer ses fureurs. Pendant qu'on le tenait sous les bandages, Robinson m'a raconté comment il avait débuté dans la vie. Par le commerce. Ses parents l'avaient placé, dès ses 11 ans, chez un cordonnier de luxe pour faire les courses. Un jour qu'il effectuait une livraison, une cliente l'avait invité à prendre un plaisir dont il n'avait eu jusque-là que l'imagination. Il n'était jamais retourné chez ce patron, tellement sa propre conduite lui avait paru abominable. Baiser une cliente, en effet, au temps dont il parlait, c'était encore un acte impardonnable. La chemise de cette cliente, surtout, tout mousseline,
lui avait produit un extraordinaire effet. 30 années plus tard, il s'en souvenait encore exactement de cette chemise-là. La dame froufrouteuse dans son appartement comblé de coussins et de portières à franges.